Bienvenue dans Next Épisode, saison 2, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites. Et en l'an 2, plus de débats, peut-être, plus de respect ou pas, et plus tout court en fait, parce que nous on est comme ça. Et pour ce premier numéro de l'année, on commente l'une des sorties les plus attendues de l'été, signée Matt Groening, c'est Désenchanté sur Netflix. Est-ce que tout est chaos? À côté, tous mes idéaux, des mots abîmés, je cherche une âme qui pourra m'aider. Ça tombe bien, j'en ai deux belles, prêtes à endurer des citations de Mylène Farmer, Perrine Kenson, bonjour. Salut Charline. Et Nora Boisoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes atterrés, mais vous savez, ça va être de pire en pire. Que valent ces aventures moyenâgeuses animées? La réponse après l'info du jour. Moi, je trouve que pour une rentrée des classes, citer Mylène Farmer est la moindre des choses. Je suis jalouse de ne pas y avoir pensé, en fait. C'est vrai? Ouais, Tout de suite, dès que j'ai entendu le titre traduit, je me suis dit, voilà, c'est parfait. Ça me rappelle mes vacances, surtout. Allez, et un teaser pour True Detective saison 3. On y voit l'immense Mahershala Ali parler essentiellement seul, mais croisant Stephen Dorff et Carmen Ejogo, le tout dans une ambiance mystico-inquiétante. Before you ever knew me, I wasn't scared much. I wasn't a fearful man. Things I've seen, things I know, wouldn't do anything but cause harm. My whole brain's a bunch of missing pieces. Diffusion en janvier sur HBO et dans la foulée en France. L'attendez-vous, cette saison 3? Perrine. Alors, pour être tout à fait franc, je n'ai vu ni la 1 ni la 2. Quoi? Donc, oui, voilà, je sais. Mais je serais curieuse de voir la 3 parce que même si c'est que Mahershala Ali qui parle seul pendant whatever épisode. Et c'est beau, hein. Je prends. Je prends. Ça se voit pas parce que c'est de la radio. Ouais, mais mettre la voix, juste la voix, ça déshabille. Je prends aussi, je n'ai pas vu la 2, je crois que j'ai bien fait. Très grave. Vraiment. J'avais beaucoup aimé la 1 et là le retour de Nick Pizzolatto, je suis très très contente. Carrie Fukunaga qui revient aussi, je crois, pour quelques épisodes. Oui, et puis tout comme Perrine, Mahershala Ali pourrait réciter l'annuaire, je serai là. Et Stephen Dorff, personne, hein, tout le monde s'en fout en fait. Alors Stephen Dorff, c'était le mec de Blade de Somewhere de Sofia Coppola. Moi, je le voyais plus dans Blade. Non, il était pas dans Blade. C'est dans les deux, je crois, non? On est dans un truc comme ça, en tout cas. Enfin, c'était le Mahershala des années début 2000, quoi, si tu veux. C'était ce qui n'est pas très sympa pour Mahershala, si je puis me permettre. Bon, il était sexy quand même à l'époque. Je vous propose directement un retour au Moyen-Âge. Vous êtes par la présente conviés aux épousailles royales du prince Gisbert de Bentwood et de la princesse Bean. Désirez-vous être prise devant nous tous par cet homme comme épouse? Non! Aïe! C'est effrayant. C'est pas le moment de commencer à cogiter sur tout ça. Ça se passe comment? Alors justement, ça se passe comment? C'est la question. Après le présent et le futur, Matt Groening nous montre sa version du Moyen-Âge à travers les aventures de Bean, jeune princesse alcoolique du royaume fantastique de Dreamland. Est-ce qu'elle vous plaît? Et je propose qu'on parle avec toutes les voix qu'on a entendues dans cette bande-annonce, qui sont quand même une partie du souci. Oh là là, mais dis donc, Vous êtes super forte. Waouh, moi je peux faire Sarkozy si vous voulez. Ah vas-y, réponds avec la voix de Sarkozy. Qui se lance? Qui se lance? Écoute, alors moi je trouve que c'est un peu un robinet d'eau tiède, un peu comme cette cascade que l'on voit qui coule de Dreamland pour le coup. Je m'attendais vraiment, on avait un pitch avec en plus des acteurs et actrices en voix qui promettaient beaucoup de choses. Puisque la princesse Bean, c'est Abby Jacobson de Broad City et Eric André joue le petit démon. Ouais. Donc, on avait un pitch d'une princesse dévergondée complètement torchada qui, quand même, dans le premier épisode, empale par accident son époux. Ça arrive. Ça arrive. Par accident, beaucoup. Oui, beaucoup. Et donc, je m'attendais à quelque chose de très subversif, de très politiquement incorrect. Et je trouve qu'on a quelque chose qui est rigolo. C'est rigolo, mais c'est tout. Une série pH neutre, en quelque sorte. Exactement. Grosse perte d'acidité. Mais surtout, c'est vieux. En fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué en regardant les épisodes, c'est que je me disais ce qui était plutôt pas mal avec... plutôt pas mal, c'est un euphémisme de dire ça avec les Simpsons. Ouais. C'était plutôt pas mal. Les Simpsons ou même Futurama, c'est qu'au moins, il y avait quelque chose d'un petit peu corrosif, un petit peu très dans l'air du temps, voire pas du tout. Ce qui était le cas de Futurama au début, quand ça avait débuté. Ouais. Il avait comme ça un humour qui était un peu décalé par rapport à l'époque. Et là, pour le coup, alors en effet, je trouve que Désenchanté, c'est... Désenchanté, c'est... Ah oui, maman, j'ai Mylène Farmer. Oui. Merci Charline. Ouais. Foutu. Je trouve que justement, alors il est en décalage par rapport à l'époque si on se place avec les autres séries
Netflix, animés comme BoJack Horseman ou même Rick et Morty, ou voilà, ce genre qui ont un certain humour très corrosif, très réfléchi, très à la fois acide, amer, je sais plus, enfin tous les goûts qu'il y a dans la bouche là, et donc qui pique, voilà, ça pique un peu. Mais en fait justement, il prend une sorte de rétropédalage par rapport à tout ça. Il est pas du tout dans cet humour là. Et je me suis dit, pourquoi pas, sauf que le problème, c'est que derrière, les blagues sont vieilles. Et tout est vieux. En permanence, je me suis dit, je pouvais prévoir à 100 balles ce qui allait arriver. Et je trouvais ça quand même assez dramatique d'avoir comme personnage principal, donc Bean. Moi, j'étais contente d'une princesse alcoolique. Je me suis dit, enfin, quelqu'un vers qui je peux m'identifier. Enfin, voilà, quelqu'un avec qui je me sens proche et tout. Un peu princesse et en même temps portée sur la vinasse. Enfin, elle, c'est la bière plutôt, visiblement. Mais en fait, elle n'est que ça. Et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tellement d'autres dimensions, si ce n'est de vouloir absolument trouver sa place, à la fois plaire à papa et se sentir utile. Et comme elle se sent pas utile, elle se détruit. Donc il y a quelque chose où on fait très bien et rien en fait. C'est-à-dire que personnellement, j'ai pas vu tous les épisodes, j'en ai vu 7 et au bout de 7 toujours rien de plus que ça. Parce que à la base, moi je trouve le choix du non corrosif, non subversif plutôt malin. Parce qu'effectivement, on est abreuvé de séries qu'ils sont, mais effectivement, ça n'aboutit à rien. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que c'est complètement raté, mais en fait, c'est pas une série où on rit beaucoup, on sourit de temps en temps. Du coup, ça donne un tempo très étrange. C'est étrange, et puis le côté ringard, je suis d'accord avec Perrine, c'est très ringard. Je pense que Matt Groening, il est très bon quand il crée un univers de A à Z en entier, et il est bon dans le pastiche quand c'est par petites touches. Je pense notamment à un épisode spécial Halloween des Simpsons, où c'est dans l'univers médiéval, où Lisa a des pouvoirs, et où il y a d'ailleurs l'acteur de Game of Thrones qui joue Jaime Lannister, qui joue le frère de Marge. Et c'est des clins d'œil, et c'est drôle quand c'est vraiment sur 20 minutes, une seule fois. Et là, on a un univers entier qui est que pastiche et qui est très attendu, effectivement. Et je trouve que le contre-pied du ringard est pris par une espèce de féminisme avec des gros sabots qui arrivent et qui, comme toi, je m'attendais à toutes les vannes, tous les trucs attendus sur le strong female lead. Allez, hop. Alors justement, on nous a vendu ça comme une série girl power. Oui, non. Mais... mais non, pas des masses. En fait, encore une fois, pas des masses. C'est-à-dire que finalement, moi, ce qui est pas forcément grave non plus. Hein, c'est pas dramatique du tout. Je ne demande pas à chaque série d'avoir absolument ça comme lead d'histoire ou de narration. Mais c'est-à-dire que là, en fait, finalement, même je suis un peu désolée pour cette pauvre Bean au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'elle me rend presque triste, en fait, Bean. Et tous les autres personnages me rendent triste. Enfin, Elfo, il y a que Lucie, le diablotin. J'aime bien quand il est sur l'épaule, il fait do it comme ça. Enfin, ça me fait un peu marrer. J'ai l'impression de voir comment il s'appelle, Shia LaBeouf en train de dire do it, quoi. Mais sinon je trouve ça un petit peu, et je reviens juste sur ce que tu disais, Nora, c'est que en effet, je pense qu'ils sont très embêtés par cette histoire de médiéval, en fait. C'est-à-dire que finalement, là où dans Futurama, on utilise le futur pour parler de problèmes d'actualité, bon, je parle même pas des Simpsons, puisque c'est ancré dans une forme de présent un peu décalé, mais présent quand même. Là, il arrive même pas à sortir quelque chose du médiéval pour parler du présent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de juste nous parler des pauvres qui sont en train de mourir de la lèpre et des riches qui se font décapiter et qui prônent l'esclavagisme, finalement, je vois pas tellement... tu te dis, et alors ça me renvoie à... non, rien, c'est juste une réalité historique, très bien. Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, oui, mais... old, quoi. Enfin, encore une fois, old, et puis Moyen-Âge, quoi. Mais old, middle age, quoi. Et puis, aucune créativité. En fait, moi, je pensais au début qu'on verrait les aventures de Bean, que Bean se casserait de ce château et qu'elle irait vivre des aventures avec Elfo et Lucifer, le petit démon. Et non, on reste effectivement, chaque fin d'épisode, on revient au château et on reste là. Alors, moi, j'ai vu que les 4 ou 5 premiers. Précisons aussi, alors c'est peut-être ce qui joue, je sais pas sur le rythme, ou c'est que contrairement aux autres séries de Matt Groening, il y a une intrigue fil rouge. Ce ne sont pas des petits épisodes. Oui, ça se suit. Voilà. Elle est légère, cette intrigue fil rouge, quand même. Hein. Oui, mais bon, c'est pas... Et même, je crois que mes personnages préférés sont les 2 personnages de l'intrigue fil rouge. Parce que j'ai un problème avec cette série, c'est que je trouve les personnages ultra agaçants. Alors moi, Elfo, il me rappelle Fry de Futurama, avec le mec amoureux, hyper loser, amoureux de justement le strong female lead de la série, qui était Lila dans Futurama. Et puis Bean, c'est Lila. Hein. Enfin, exactement, il n'y a rien qui change. Elfo, Lucie, c'est Bender. Donc il y a rien d'émouvant, rien de novateur, et vraiment je suis insupportée par Elfo. Vraiment je n'en peux plus, j'ai envie de lui trancher la gorge, et j'espère qu'il y aura des petits bonbons qui vont couler pour pas être trop dégueulasse. Mais il m'insupporte, il n'apporte rien, et les gags reviennent avec son sang chaque épisode. Et je m'attache à personne dans cette série. Donc Vous pensez que c'est une série qui est destinée à qui ? J'entends par là quelle tranche d'âge ? C'est vraiment la question que je me suis posée moi en regardant, en fait.
Et je me suis sincèrement posé la question et je me suis dit qu'en fait, je pense que c'était plus pour potentiellement des garçons entre 15 et 18 ans, en fait. Mais j'ai l'impression... En fait, j'ai cette idée-là tout simplement parce que je suis allée voir sur des forums et j'ai vu que ceux qui avaient le plus... des forums, je suis une old school comme personne. Et j'ai vu que ceux qui avaient le plus de critères... Sur MySpace, j'ai vu quand même les gens exercer sur les blogs Skyrock, enfin les Skyblogs. Et c'était vraiment principalement des garçons et vraiment dans ce type de tranche d'âge-là qui se disent qui se pensent un petit peu rebelles en aimant ça. Et bon, je me suis dit, pourquoi pas, si eux, ils y trouvent leur compte, why not, en fait. Mais c'est-à-dire que je trouve que... je repense... Par exemple, il y a tout un épisode qui se passe dans une maison de fête de sucrerie à la Hansel et Gretel. Et on se dit, tiens, pour le coup, ça peut partir vraiment très très loin, parce qu'en fait, c'est Hansel et Gretel vraiment les méchants dans l'histoire. Ils sont bien tarés, très borderline. Sauf qu'en fait, au bout du compte, là où ça aurait pu sérieusement déraper, ça aurait pu sérieusement partir assez loin, ça donne un épisode sur des blagues lourdes sur les Allemands, avec un accent allemand très très chiant. Et on se dit, mais c'est même franchement limite comme humour, en fait. C'est-à-dire que donc on en vient à faire comme des gens qui font les blagues sur les Asiatiques, quoi. Enfin, ça devient un peu lourd, en fait. C'est un peu border, cette série. Il y a des moments, et pas border, genre je provoque pour être drôle, pour dire ou dénoncer quelque chose. Voilà, là c'est juste que c'est on fait rire avec quelque chose qu'on a des clichés déjà vus. C'est rigolo que tu dis ça, parce que moi je me suis dit que la transposition en français serait un truc assez proche de l'humour des chansonniers, en fait. Et puis en même temps, l'esprit de la série, c'est un peu chansonnier aussi. Hein. Non, mais c'est ça, c'est très étrange, en fait, du coup, venant de la part d'un mec comme Matt Groening. Et alors moi, j'en suis même arrivée à me dire que j'ai trouvé le personnage, puisque tu as lâché le mot tout à l'heure, rebelle de Disney, presque plus moderne, en fait. Dans un Disney, ce qui est quand même très étonnant quand tu compares avec une série de Matt Groening, quoi. Ça fait mal de se dire ça de Matt, c'est vrai, mais j'ai pensé la même chose. C'est pour ça que j'étais déçue. Je me suis dit, on a le pitch de départ qui est ultra prometteur. Qui est très rebelle dans l'histoire. On nous l'a vendu comme ça. Et elle revient, un papa, tous les jours. Quand elle fait une énorme fête dans le château à un moment. Et puis à la fin... Elle reste au château, alors qu'il s'est passé des trucs horribles, le truc a failli être pris par des Vikings, et on se dit, elle va découvrir des choses. Alors, il y a aussi de la sexualité, on la voit qui veut vraiment choper des mecs, clairement, et qui a du mal vu que tout le monde a peur de son père. Mais ça se concrétise en rien. Enfin, il y a aucun moment où elle a... Ouais. Et puis, il y a rien, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas d'épiphanie féministe, il n'y a pas d'épiphanie de libération. C'est décevant, c'est très contenu. Et c'est pour ça que je parlais des univers et je suis d'accord avec sur le médiéval, c'est qu'il se contient trop, quoi. On dirait un peu une boule à neige, en fait, ce truc. Et moi, qu'on n'en sorte jamais, oui, voilà. On a vraiment cette sensation on se barre dans un autre royaume, mais pareil, encore une fois, puis même je trouve que visuellement, sincèrement, c'est pas très beau, en fait. C'est juste que les couleurs ne m'attirent pas, je dis pas qu'il faut que ça soit fluo pour que je trouve de l'intérêt, mais il y a quelque chose où, à un moment donné, je trouve ça toujours un petit peu plat au niveau de la palette de couleurs. Je trouve que, en fait, tout est en permanence très très plat, même Elfo, qui a cette couleur vert vomi, pas fou, enfin, genre quelqu'un qui est malade, quoi. Enfin, mais c'est pas. Je trouve qu'il y a rien qui est à un moment donné. Encore une fois, je trouve peut-être c'est Lucie, encore une fois, qui va peut-être le plus m'intéresser parce qu'il a un noir très très noir, comme ça très profond, où justement il ressort davantage sur l'image. Mais tout en termes de rythme, d'animation, de blagues et de ce que ça veut dire, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me demande, mais où est-ce que tu veux en venir avec cette histoire de cette jeune femme qui ne fait rien d'autre que se détruire et même pas s'excuser, bon ça c'est pas grave, mais se détruire et en même temps demander l'attention de papa, quoi. Donc, alors, les haters qui voient le diable en Netflix répondront que c'est certainement lié à cette collab, en fait, mais est-ce qu'on peut carrément pas se demander si Groening n'a pas perdu son mojo, parce qu'il y a eu d'autres séries animées sur Netflix d'une très très grande qualité, donc les Simpsons, ça s'essouffle énormément les dernières saisons. Au bout de 30 ans, voilà, on peut... Mais peut-être qu'il faut débrancher, pas Matt Groening, mais débrancher les Simpsons. Mais je n'irai pas un peu loin, non? Ouais, un petit peu. Non, mais c'est vrai que je trouve ça extrêmement terne. Et vraiment, sur le traitement, l'image, j'étais déçue parce que les univers de Matt Groening sont ultra pétants, jaune, vert, bleu. Ouais. Et là, on a quelque chose de gris. Mais c'est vraiment, je me suis demandé s'il n'y avait pas un filtre sur ma télé. En fait, je me suis dit, mais il y a le filtre d'Idéric. Le filtre, exactement. C'est le même chef-op. Le filtre grosse lunette années 70. Non, mais voilà, il y avait un truc. Et je ne sais pas si Matt Groening est à débrancher ou non. Je ne pense pas en effet, mais je pense qu'il devrait plutôt essayer d'une sorte de peut-être de collab, non seulement avec Netflix, mais en tout cas avec peut-être d'autres scénaristes. Guillermo del Toro. Non. Ah aussi, alors aussi je veux bien. S'il veut bien faire un truc à Guillermo sur ce coup-là, je veux bien.
bien. Mais en tout cas, puis pour le coup, l'aspect médiéval un petit peu de la série de Guillermo, elle était beaucoup plus pumped up que ça, quoi. Donc peut-être ça coquinait avec d'autres scénaristes, peut-être plus jeunes, avec d'autres idées, parce que là, finalement, je trouve qu'on revient à des ritournelles. La preuve, quand tu comparais exactement les personnages aux personnages de Futurama, on se dit quand même qu'il y a un petit souci de pattern et de schéma qui se répètent, et on dit, faut peut-être casser le schéma et passer à autre chose, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Et alors, je me permets, parce que je suis quand même toujours un peu nostalgique. Je me lasse pas de ce générique, je vous le dis. On le disait, les Simpsons, 30e saison fin septembre. 30e saison. Qui peut rivaliser. Mais toi, tu trouves que ça s'essouffle? Non. Moi, je trouve que ça. J'ai regardé quelques épisodes très récents pour un peu voir, parce que j'avais fait une petite vidéo sur les Simpsons et je trouve ça un peu décevant. Contrairement à des séries comme South Park, qui sont très très bonnes et très dans l'air du temps, et effectivement qui font un peu moins ringardes, et on se demande qui sont les scénaristes derrière, et on a l'impression quand même qu'il y a des gens, comme tu disais, peut-être plus jeunes sur d'autres séries comme South Park, BoJack, c'est sûr. Mais je pense que c'est Matt Groening, il est pas jeune. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est vieux, et on peut plus rester dans l'air du temps et moderne si on s'entoure pas de gens qui le vivent tous les jours, cet air du temps. On peut écrire à l'EHPAD si on veut. Écoute, vraiment. Perrine, t'es d'accord sur le constat Simpson Simpson, Simpson pour le coup, j'ai pas vu d'épisode récemment, vraiment, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais je trouvais que les Simpsons, même si ça peut prendre un coup de vieux, ça restera toujours quand même on a des personnages très identifiés qu'on peut tout à fait faire marcher avec le contemporain, avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Et après, je me dis, pourquoi pas Matt Groening, il peut avoir un avis peut-être décalé en soi, pourquoi pas un avis plus âgé. Enfin, je ne vieillis pas plus que ça, Matt Groening, ça sert à rien, mais en tout cas avec quelqu'un d'expérimenté. Le mec a 92 ans, Matt Groening. J'ai l'impression que je vais pas te parler de Ridley Scott, mais en tout cas avec quelqu'un qui a la bouteille, qui a déjà fait beaucoup de choses, et pourquoi pas peut-être avec un regard différent, et justement pas absolument raccroché absolument au contemporain. Ça m'aurait intéressé aussi, mais je le sens même pas dans cette série-là. C'est-à-dire que je sens même pas ça. Donc c'est un petit peu dommage. Après, je me dis, bon, c'est peut-être les 10 premiers épisodes, qui sait, sur la suite, ça peut se développer. On a vu des séries qui ont commencé avec des saisons 1 assez pourraves. Je citerai un truc comme Parks and Rec, par exemple, qui est une très mauvaise première saison, et qui après s'avère être un chef-d'œuvre. Donc je veux dire, bon, pourquoi pas, peut-être que c'est un démarrage un petit peu comme ça au diesel, et que ça va. Et qu'il y aura des guests après, tu crois? Peut-être des guests, ou bien juste les Lannister, ils vont installer, folie. Installer en tout cas cet univers-là, et une fois qu'ils l'auront installé, peut-être jouer un peu plus avec. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que ça tourne sur lui-même. C'est dommage. Donc pour l'instant, on peut dire, pour Désenchanté, c'est un. C'est KO. À côté. Pas plus, vraiment. On va pas terminer sans une petite recommandation. À défaut d'avoir aimé Désenchanté, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Je m'étais pas du tout préparée. Voilà, on ne change pas les habitudes. La rentrée comme ça, là, je peux rechanter Mylène Farmer si tu as besoin de quelques temps pour. Un petit peu de temps. Je pense à une série. On va rester sur les séries animées qui sont sur Netflix. Je vous raconter ma vie pendant 2 secondes, mais c'est qu'en fait, j'étais au Canada cet été, et ils ont une série sur Netflix que nous n'avons pas encore, qui est passée sur TBS, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Final Space, et qui est pour le coup une série animée. J'espère qu'elle va arriver sur Netflix France, qui est un petit comment dire, je sais pas, bijou. Ouais, c'est un petit bijou. Ça fonctionne très très bien sur un mec qui a été envoyé dans l'espace, parce que en prison, donc il est emprisonné sur l'espace dans un espèce de vaisseau spatial prison. Il est persuadé d'en être le capitaine. Au bout de 5 ans, il devient un petit peu fou quand même, et il va se retrouver pris dans une sorte de complot intergalactique, et il va être un petit peu la seule personne à pouvoir sauver la situation, toujours en pensant être le capitaine de ce navire prison. Donc il y a quelque chose comme ça de très très amusant, encore une fois, plus dans l'esprit de Rick et Morty, plus dans l'esprit de, même d'une certaine façon, déprimé de BoJack Horseman, mais en soi, moi je trouve que c'est pour le coup quelque chose qui fonctionne très bien, et avec une certaine candeur et une douceur, pour le coup, qui est peut-être plus proche encore des Simpsons. J'ai trouvé. J'ai rattrapé Patrick Melrose. Je sais pas si. Alors, ça n'a pas du tout. Benedict Cumberbatch. Oh yeah. Alors lui, c'est pareil, il récite l'annuaire. Moi, je suis là. Je m'offre à lui. Mais même, il fait rien. Juste, il est assis, on est content. Il dort. Il dort même sur le dos. Il mange même salement s'il veut. On s'en fout, quoi. Et alors, Patrick Melrose, j'ai rattrapé donc mini-série très très courte. Enfin, très courte. Oui, c'est très courte. Showtime l'avait diffusée. C'est superbe.
l'image, alors c'est produit par Tim Burton, c'est parti par un mec qui s'appelle Michael Jackson, qui n'est pas Michael Jackson évidemment car il est décédé. Non, ça c'est faux. Je sais il est avec Tupac Shakur sur une île. Exactement. Le visuel, je crois que la cinématographie est signée Tim Burton, donc on reconnaît l'univers ultra vif et tout, mais c'est pas lourdeau, grotesque, machin. C'est magnifique, mais c'est très très dur, donc je déconseille aux gens qui sont facilement triggered par les abus sur les enfants, par des choses violentes comme ça, puisque c'est l'histoire de Patrick Mellon. Ça commence dans les années 80, il apprend la mort de son père. Il vient d'une famille aristo, donc lui, il ne fait pas grand-chose de sa vie. On apprend que sa mère était complètement alcoolique et qu'elle est partie faire du travail humanitaire dans des pays qui en ont besoin. Et il apprend la mort de son père et on apprend rapidement, lui, toxicomane. Pourquoi ? Il est devenu toxicomane et qu'il a des relations très toxiques avec les femmes notamment. C'est parce que son père l'a violé pendant de longues années quand il était petit. Et c'est tiré de romans autobiographiques, d'une série de romans. Et j'ai des frissons en parlant parce que c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est difficile. Et on reconnaît pas mal d'acteurs et d'actrices. Quand on regarde un peu les séries britanniques, on va reconnaître pas mal de gens. Donc je conseille vraiment, il y a peu d'épisodes, je crois qu'il y a 5 épisodes, quelque chose comme ça, 5 ou 6. Mais vraiment, regardez. Par contre, bingez pas, parce que vous allez vraiment avoir besoin d'alcool après, je pense, pour oublier tout ça. Et on retombe sur Désenchanté du coup. Wow. Le lien était là. Bravo, quel professionnalisme. Merci beaucoup Nora Boisoni, merci beaucoup Perrine Kenson. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.